Bonjour les amis, devinez qui a réservé sa place pour l'avant-première de Deadpool & Wolverine le 24 juillet à minuit au Grand Rex à Paris. C'est Bibi, et Bibi il va devoir affronter les zones de circulation pour les Jeux Olympiques, parce que la cérémonie d'ouverture aura lieu 2 jours plus tard. On va bien rigoler. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des nouvelles actus sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti dernièrement. Mais avant toute chose, il faut parler des sorties de la semaine. Faire que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 19 juin 2024 avec Des gens de couleur dans le cerveau, Vice Versa 2. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. 9 ans après le premier film, c'est le retour dans la caboche de Riley qui entre dans la puberté, ce qui va causer l'arrivée de nouvelles émotions. Après joie, tristesse, colère, peur et dégoût, Pixar nous présente anxiété, envie, ennui et embarras qui prennent les rênes du quartier général après un coup d'état d'anxiété et qui décident de virer les anciennes émotions aux confins de la mémoire de Riley. Le film est un énorme carton en ce moment aux États-Unis et j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première, c'est pour ça qu'on le critiquera en fin de vidéo. Allez, c'est parti à tous les fans de moto, préparez-vous car arrive The Bike Riders. Tous ces jeunes gars, c'est pas le genre à suivre quelqu'un qui aurait pas la carrure. Le club, il est en train de changer. Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mac Feist, Norman Reedus, un très beau casting au milieu d'un gang de motards. Un film inspiré d'une histoire vraie se passant dans les années 60 et ce sera par le réalisateur Jeff Nichols à qui l'on doit les films Shotgun Stories, Take Shelter, Mud sur les rives du Mississippi, Loving et Midnight Special. Ceux qui ont eu la chance de le voir en parlent comme d'un très bon film et ça fait donc partie de mes grosses attentes de la semaine. Et puis c'est pas tous les jours qu'on voit Tom Hardy dans un premier rôle en dehors de Venom. Direction le cinéma français maintenant avec Hors du temps. Il y a une telle pression à être dans le cours du monde que le fait que tout s'arrête a une puissance libératrice. Nouveau film de Olivier Assayas connu pour Paris je t'aime, qui n'a pas fait de film depuis 2020 avec Cuban Network, et ici on est dans une comédie dramatique et romantique en pleine campagne avec Vincent Macaigne, Michael Esco et Nora Hamzaoui. Mais si vous voulez du cinéma de genre français, voici Survivre. Ça arrive. Pourquoi vous devriez voir ce film? C'est un film catastrophe, français, avec des tsunamis et un monde désertique en mode post-apo, c'est incroyable, et on retrouve Emily de Cannes en tête d'affiche, donc j'ai très hâte de voir ça. Et pour finir, on passe par un film présenté au Festival de Cannes de cette année, Maria. Vous êtes allé loin? Comment vous avez fait pour l'aborder? Espoir surprise. On s'en fout de la vérité, tout ce qu'on te demande c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Le biopic sur Maria Schneider, interprété par Anna Maria Bartolomi, vu dans L'événement ou bien plus récemment dans La Purgeas qu'était l'Empire. Et donc c'est l'histoire de cette jeune actrice qui a subi un viol sur le tournage du Dernier Tango à Paris, une scène de sodomie non consentie qui fut imposée à l'actrice, mineure à l'époque, par l'acteur Marlon Brando et par le réalisateur. C'était bien entendu avant la période MeToo et l'actrice a réussi à parler de cette scène qui l'a brisée, et malheureusement ça a engendré un gros scandale, qui bien sûr, vous vous en doutez, a brisé encore plus la vie de Maria plutôt que celle de Marlon Brando et du réalisateur. Il y a bien sûr d'autres sorties ciné comme Nouveau Monde, premier film du scénariste de Max et Sol, 6 pieds sous terre, au cœur des pompes funèbres musulmanes, Elle et lui et le reste du monde, une comédie romantique avec Victor Belmondo et Galatea Bellucci, et Detective Conan, l'étoile à $1 million. Mais on va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes. Sur Netflix, vous aurez ce mardi 25 juin un docu sur les stars de Tokyo Hotel appelé Collits & Collits, mais ce qui nous intéresse sortira ce vendredi 21 juin, ça s'appelle Riposte. Dans quoi tu m'as embarqué? Tu sais si Parker sait beaucoup de choses? Beaucoup trop. Riposte ou Trigger Warning en anglais, un thriller d'action avec Jessica Alba en ancienne militaire face à un gang qui a buté son grand-père. Mais sur Prime Video, je vous offre le film français de l'année sans aucun doute. Ça sort ce jeudi 20 juin et ça s'intitule Les Infaillibles. Ils vont s'en prendre à ma fille tant que j'ai pas fait ce qu'ils demandent. Pas sur toi, tu n'arrives à rien. Mon père, ça fait 20 ans il m'a abandonné et je vis très bien comme ça. Bah t'inquiète pas que ça va bien faillir. Alors oui, bravo, vous l'avez deviné, c'est le nouveau film du Ines Reg Cinematic Universe après Je te veux, moi non plus. Et là, elle joue donc avec son mari de la vraie vie, Kevin, dans le nouveau film de Frédéric Forestier.
le réalisateur de Astérix aux Jeux Olympiques, des Baudins en Thaïlande et plus récemment de Chasse gardée. Ok, et donc cette histoire c'est à cause du ministre de l'Intérieur qui s'est dit que la meilleure manière d'arrêter un gang de braqueurs semant le chaos à Paris et humiliant la police, eh bien c'était Inès Reg, une Marseillaise ingérable et un gars parisien major de promo et méticuleux. Ouah, putain la gueule de la Dream Team. Futur classique du cinéma français on a dit, hein, c'est sûr à 100%, bah il a déjà sa place dans le top 1 de mes films de 2024, là c'est sûr. Mais si vous voulez un truc pour les gosses, vous avez Bienvenue chez les Loud, espionner peut attendre. Le tout nouveau film d'animation dérivé de la série Nickelodeon est disponible à partir du lundi 24 juin sur Paramount+. Un film où Lincoln Loud se prend pour Lupin, ou James Bond, ou Ethan Hunt. Bon, à vous de choisir quand vous verrez le film. These places are usually riddled with booby traps. Lincoln. Dang it. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine pour parler de nouvelles œuvres cinématographiques, enchaînons maintenant avec les actualités. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Bon, le festival d'Annecy vient de se terminer, un festival international dédié à l'animation. On avait parlé de la sélection de cette année il y a quelques semaines, donc aujourd'hui, dans les actualités de la semaine, spécialement, on ne va parler que d'animation. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer par le palmarès d'Annecy, vraiment de spi. Le grand prix du festival qu'on appelle le cristal du long métrage est reparti à Memoir of Snail, en français Mémoire d'un escargot, réalisé par Adam Elliott qui avait déjà remporté ce prix en 2009 pour Marianne Max et qui est sur la même base d'animation, c'est-à-dire de la pâte à modeler. Et le deuxième film qu'on retiendra, c'est Flow, qui a remporté 3 prix, celui du jury, celui du public et celui de la Fondation Gann à la diffusion. On en avait parlé aussi, mais c'est un film apparemment sans dialogue, très beau et qui a beaucoup plu. On le retrouvera au cinéma le 30 octobre prochain. Alors, Annecy était aussi l'occasion d'avoir de nouvelles images et de nouvelles infos sur de prochaines productions animées. Et tout d'abord, pas mal de choses sur Netflix. On a eu notamment les premiers teasers de quelques productions. Alors par exemple, côté film, on a eu le nouveau Bob l'éponge SOS Bikini Bottom, une mission pour Sandy Écureuil. Le film Spellbound, ou en français Elian et le sortilège, par la co-réalisatrice de Shrek et de Gang de requins. Well... Wow, I thought you were just being dramatic. Why would I do that? Cause you're a teenager. Le nouveau Sony Pictures Animation K-pop Demon Hunters. You think we're just going to let you steal our fans? You're going to have to fight us for that. Le film de Noël Ce Noël-là par le superviseur de l'animation pour la trilogie Dragon. There's a giant sack full of fixing. Le film The Tweets par le scénariste des Mondes de Ralph et de The Utopie. We've ruined the world. Cheers. Cheers, you rat brain sack of fuzz. Le film In Your Dreams par l'un des scénaristes du Voyage d'Arlo. Coming for you, Sandman! You can dream it, you can do it! Oh, yeah! Et côté série, on a la 8e et dernière saison de Big Mouth. I have 3 dads? OMG, a daddy-daughter dance? Drama. La série Twilight of the Gods de Zack Snyder. We fear no gods. La série Tomb Raider, la légende de Lara Croft, doublée par la Captain Carter Ellie Atwell. Always tell us the whole truth. Be careful! I'm always careful. La série d'animation Terminator 0, et où le Terminator sera doublé par Timothy Olyphant, vu dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett. Toujours sur Netflix en 2025, on a le premier aperçu du film solo sur l'antagoniste de Bob l'éponge, Plankton. Oui, celui qui veut trouver la recette du pâté de crabe. Et on a aussi le premier aperçu de la série spin-off à Hotel Transylvanie, Motel Transylvania. On y suivra Drac et Mavis en Californie, où ils tentent de créer un tout nouveau complexe pour les humains et les monstres. J'imagine que Johnny va se faire foutre à l'hôtel. On a aussi quelques infos sur le nouveau film de Wallace et Gromit intitulé Vengeance Must Fall. Et cette vengeance, ce sera celle de Fevers McGraw, le pingouin diabolique qui fait son grand retour après avoir été reconnu coupable de tentative de cambriolage, et le film montrera sa vie en prison, notamment en faisant des tractions et en complotant pour se venger des protagonistes. Et on a eu d'ailleurs un premier teaser. Et enfin, on a eu le premier teaser qu'on attendait tous. Jinx! T'as fini par retenir le bon prénom. Serette. Arcane, saison 2, avec Vi du côté des pacifieurs, l'arrivée de Warwick, une Kathleen badass rongée par la haine. Ce dernier plan de combat entre Jinx et Vi me rend fou, putain, j'ai vraiment beaucoup trop hâte, même si c'est la dernière saison de Arcane déjà, alors que c'est que la saison 2. Alors pas d'inquiétude, l'équipe derrière Arcane, là, l'équipe de Riot et de Fortiche, a révélé que d'autres projets dans le même univers seront développés.
Mais ça veut dire que l'histoire de Jinx et de Vi va se terminer en novembre. Allez, sèche tes larmes, Anonymous. On va passer des plateformes au cinéma. Et donc, alors que du côté de Sony Pictures, un troisième film Angry Birds est en préparation, Walt Disney Animation Studios préparerait un film avec une nouvelle princesse Disney qui serait indienne. Et non, Pocahontas, ça compte pas, elle est américano-indienne. Non, j'ai bien dit une princesse indienne, venant d'Inde. Et justement, c'est ce qui me hype un peu. J'ai très envie de voir ce que ça peut donner, même si je sens déjà arriver les critiques de « Ouais, mais c'est quoi encore ce film woke? Où sont mes princesses blanches? C'était le bon vieux temps !» Alors, par contre, une petite question qui reste en suspens, avec quel animal elle pourrait être liée? Parce que le tigre, le seigneur de la jungle en Inde, bah c'est déjà fait pour Jasmine avec Raja. À la rigueur, il y aurait le singe ou l'éléphant, mais Disney va vouloir un design kawaii pour commercialiser des peluches, donc c'est pas génial. Et puis bah Abu, dans Aladdin, a déjà fait les deux. Et toujours côté Disney, une info qui me rassure énormément, Toy Story 5 sera réalisé par Andrew Stanton, le gars qui a coécrit les 4 précédents films et qui a réalisé 2 autres films Pixar, Wall-E et Le Monde de Nemo. Donc ça y est, je suis plutôt confiant, et tant qu'on parle de Pixar, le PDG du studio Pete Docter a déclaré qu'il n'y aurait pas de remake live action des films Pixar. Yes! Et en plus, un nouveau film original est prévu pour mars 2026 au cinéma. Beaucoup trop cool, j'ai trop hâte. Par contre, la volonté de chercher des idées pour une suite à Monstres et compagnie... alors, est-ce que vous avez déjà oublié votre série Monstre au Travail, là, sur Disney+? Oh ça va, sois pas de mauvaise foi. Cite-moi une seule personne qui fait partie de ton entourage ou qui est proche de toi sur les réseaux sociaux qui a vu la série. Allez, on a quelques infos pour le prochain film d'animation, Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Peter Jackson et Fran Walsh devraient produire le film qui va durer 2h30. Le film se déroulera 183 ans avant les événements de la trilogie. La fille de Helm Main-Marteau, qui est le 9e roi du Rohan et le dernier de la première lignée des rois. Et on a eu les 3 premières images où on dirait que l'animation tend beaucoup plus vers un style animé japonais. On verra si la fluidité de l'animation suit la beauté des images le 11 décembre prochain. Et alors là, attention, grosse nouvelle, le réalisateur de Coraline et de l'étrange Noël de Monsieur Jack is back. Et oui, Henry Selick réalisera une adaptation en stop motion de L'Océan au bout du chemin. Un film d'animation qu'il a décrit comme presque une suite et complémentaire à Coraline. Alors oui. T'as Gilles de la Tourette ou quoi? Et toi, tu portes ce masque pour ne pas admettre devant un miroir que tu n'es pas drôle? Alors, côté série animation, j'ai 4 petites news à vous donner. Première info, la série Phineas et Ferb aura un revival et aura un nouveau numéro musical pour annoncer le début de cette nouvelle saison estivale, une nouvelle saison qui se déroulera 1 an après la série originale. Deuxième info, une nouvelle série Regular Show est en préparation, une série qui sera entièrement nouvelle, mais qui inclura certains personnages de la série originale, donc on part clairement sur une sorte de reboot. Troisième info, un film Adventure Time est en préparation, mais une série préquelle est également en cours de développement. Et quatrième info, on a un premier teaser pour un autre projet, la série Among Us. Pour rappel, elle est développée par CBS et le studio d'animation Titmouse et qui a notamment travaillé sur la série absolument géniale de Netflix Big Mouth dont on vient de parler. Par contre, on ignore encore où et quand la série sera diffusée. Ouais, moi je m'en fous. De toute façon, les jeux vidéo c'est pour les gamins, voilà. Alors ça sert à rien de faire une série dessus. Et maintenant, on va remonter un peu dans le temps. Au cours de la Comic-Con de San Diego, les studios DC Comics ont annoncé la production de plusieurs longs métrages d'animation, dont une nouvelle adaptation de Watchmen, adaptée du comics d'Alan Moore et de David Gibson. 15 ans après le film de Zack Snyder et quelques années après la série dispo sur Max, l'histoire d'anciens super-héros au cœur d'un futur dystopique et qui se réunissent suite à l'assassinat d'un des leurs par un mystérieux tueur en série, et bien ce projet-là est de retour avec un projet d'animation Watchmen qui est désormais un gros film en 2 parties, dont la première sortira en fin d'année 2024 et la partie 2 en 2025. Et nous le savons parce qu'un teaser a été dévoilé. There is good and there is evil, and evil must be punished. Ouais, bon, moi je me dis un peu pourquoi faire. Et je trouve que l'animation n'est vraiment pas très ouf, voilà, je suis désolé. Et oui, je sais, je mets beaucoup d'extraits aujourd'hui, j'espère que ça va pas trop augmenter la durée de la vidéo. On vient de parler super-héros en animation, et bien je n'ai pas fini parce que j'ai une petite actu DCEU et une actu MCU. Alors côté DCEU, souvenez-vous, on ne savait pas exactement comment Blue Beetle allait être intégré dans le canon du DCEU, parce que a été annoncé que le film était canon au DCEU, mais que le personnage reviendrait dans le DCU. Ça prêtait un peu à confusion, mais on vient d'apprendre qu'une série animée Blue Beetle est en développement. Elle s'inspirera du film mais racontera sa propre histoire, et si la série est un succès, eh bien elle conduira potentiellement au retour sur grand écran de Raimi Reyes, avec peut-être le retour de l'acteur Xolo Maridueña. Et côté MCU, on vient d'apprendre que la série animée You Friendly Neighborhood Spider-Man sortira le 2 novembre sur Disney+. Une série qui racontera l'histoire des origines de Peter Parker, avec Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reprenant leur rôle du MCU en tant que Daredevil et Kingpin. Alors attention, pour rappel, ce n'est pas Peter Holland. La série évoquera les débuts de Spider-Man dans une réalité différente de
celle du MCU avec de nouveaux alliés comme Daredevil, mais aussi d'autres déjà connus comme Doctor Strange. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais on revient le plus rapidement possible pour vous tenir au courant des prochaines news sur le 7e art. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer rapidement un film sorti dernièrement, et pour cette vidéo j'ai décidé de continuer avec l'animation et en critiquant la grosse sortie de ce mercredi dont on a parlé en début de vidéo, Vice Versa 2. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah. Riley est désormais une adolescente et l'arrivée de la puberté déclenche un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût qui ont longtemps fonctionné avec succès ne savent donc pas trop comment réagir lorsque anxiété, envie, ennui et embarras débarquent pour foutre le sbeul alors que Riley effectue un stage de hockey dans son futur lycée. Alors déjà revenons sur le premier film que j'ai revu juste avant ma séance. Vice Versa 1 est un petit bijou d'émotion. Alors ce serait mentir que de dire que je porte le film dans mon cœur, je ne l'ai vu que 2 fois, c'est l'un des Pixar que je connais le moins, même si j'adore voir des vidéos react sur le YouTube américain. Parce que voir des gens pleurer pour les mêmes choses que toi, ça fait quelque chose. Oui bon, je me perds un peu, Vice Versa 1 c'est génial. Donc j'avais à la fois un peu peur et à la fois un peu hâte de voir cette suite. J'ai eu peur pour 2 raisons notamment, la première étant que ce n'est plus réalisé par Pete Docter mais par Kelsey Mann, qui était l'un des 5 scénaristes du Voyage d'Arlo, un Pixar un peu sous-coté mais qui est l'un des moins bons du studio. Et je dis ça alors que je suis un fan de dinosaures. Et ma deuxième crainte, c'est qu'en suivant les actus avec les hebdo-ciné, eh bien une personne de l'équipe du film a déclaré qu'ils avaient une autre émotion à la base, mais qu'ils ont fini par la retirer parce que ce n'était pas fun à regarder. Et cette émotion, c'était l'émotion de la honte. Alors pourquoi l'enlever alors que bon, on parle quand même d'émotion adolescente. Bon, en vrai, l'émotion de l'embarras peut très bien reprendre ce rôle, mais bon, voilà quoi. Donc c'est avec ce petit bagage en tête que je suis allé voir le film, et bon bah ça vaut quoi. Alors autant le dire direct, il va y avoir 2 teams. La team, le 2 est meilleur parce que ça vous rappelle les émotions adolescentes et que ça vous impacte bien plus que dans le premier film où on se limitait à quelques émotions simplistes pour la fin de l'enfance, ou sinon comme moi, avec la team le 1 est meilleur parce que le passage à la puberté n'est pas aussi bien traité que je l'aurais souhaité selon moi dans ce deuxième film, là où le premier traitait bien mieux la volonté de vouloir grandir et de se détacher de tous ses rêves d'enfant. Le premier film m'a beaucoup plus ému parce que je me rappelais de mon enfance par nostalgie, et sans être tire-larme, bah comment ne pas oublier la scène de Bing Bong. Et puis cette scène où Riley se lâche et pleure enfin un bon coup alors qu'elle se retenait depuis le début, qu'elle va dans les bras de ses parents et qu'elle esquisse un petit sourire de réconfort, un souvenir qui allie joie et tristesse, bah, moi il m'en faut pas plus. Et malheureusement je n'ai pas retrouvé cette émotion du premier film dans ce second opus. Alors oui, j'ai failli lâcher une larme, mais l'émotion est moins impactante, exactement comme l'humour qui est beaucoup moins présent, même si Colère est toujours le meilleur perso. On passe un très bon moment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais l'effet de surprise n'est plus là quand on se retrouve encore dans le labyrinthe qu'est la mémoire à long terme. Les anciennes émotions ne font que reproduire le même parcours que joie et tristesse dans le premier film, c'est-à-dire retourner au quartier général pour sauver Riley de ses émotions négatives. Joie fait les mêmes erreurs en début de film que dans le premier et apprend pratiquement la même leçon à la fin. Et puis là où le premier film montrait Riley sombrer dans la dépression face à tous les changements une fois arrivé à San Francisco, que ce soit à l'école, dans ses relations avec sa famille, et bien là on la suit juste le temps d'un week-end de stage au hockey, vraiment pas folichon comme environnement pour développer les émotions adolescentes. On traite juste les changements dans les relations amicales entre collège et lycée, c'est vraiment tout. En revanche, là où le film tape juste, c'est en ce qui concerne l'anxiété, l'émotion qui est certainement la plus développée dans le film et qu'on arrive très bien à cerner en tant que spectateur. On se souvient très bien de certaines situations comme les crises d'angoisse ou les scénarios qu'on se fait dans la tête et qui nous empêchent de dormir. Voilà, c'est à cause de cette satanée peste orange doublée par Dorothée Pousseau. Je l'ai dit, le premier film était très simpliste et se limitait à 5 émotions. Ici, on vient complexifier un peu les rôles des émotions dans le cortex en rajoutant l'anxiété, l'envie, l'ennui et l'embarras, même si c'est surtout anxiété qui sert à quelque chose, les autres ne servent pratiquement à rien. Et je vais finir par ma petite déception personnelle. Pour un film d'animation qui parle de l'adolescence et de la puberté, désolé mais j'ai trouvé que Alerte Rouge le traitait bien mieux. Pourquoi ? Ben parce que Vice Versa 2 se préoccupe trop de faire un film qui doit plaire à un très jeune public, un public qui n'a pas encore vécu l'adolescence. Parce que si l'équipe de Vice Versa 2 avait vraiment fait son boulot jusqu'au bout, le film aurait parlé de certains sujets comme pouvoir toucher des zones un peu plus sombres. Alors oui, c'est très cool de nous montrer comment ils mettent en scène une crise d'angoisse et la séquence est vraiment belle. Un peu bizarre de dire ça pour une crise d'angoisse, mais bon, ils auraient pu aller plus loin, genre parler d'idées suicidaires, ou quelque chose que Alerte Rouge a fait, parler de sexualité. Bah oui, l'adolescence, la puberté, c'est la découverte de son corps qui change. Alors on a une scène rapide où Riley sent son odeur et trouve qu'elle pue et qu'elle est dégoûtante, c'est dans la bande-annonce. C'est tout ce qu'on aura sur la transformation du corps lié à la puberté. Alerte Rouge, lui, parlait des crushs d'adolescence, des fanarts érotiques, de menstruation. Dans le corps, c'est un big bang d'hormones, alors pourquoi ils sont si tranquilles dans leur quartier général? Mais bon, je comprends très bien que le sujet principal du film, ce n'est pas de parler sexualité, donc forcément on va pas se focaliser sur toutes les émotions adolescentes. Ici, on parle de comment l'anxiété peut rapidement te couper
de ton cercle d'amis que tu avais depuis toujours, simplement pour pouvoir rentrer dans une case acceptable par la société à ton entrée au lycée. Fini les bizarreries, il faut rentrer dans le moule et être comme tout le monde, faire semblant d'aimer ce que les autres aiment pour s'intégrer. C'est un piège dans lequel l'anxiété nous fait tomber et le film réussit à nous le développer. En conclusion, Vice Versa 2 est un très beau moment d'animation dans la lignée du premier film. Cependant, même s'il reste inventif quand même par certains aspects, il manque peut-être d'un vrai effet de surprise. Il me manque des séquences véritablement touchantes et le besoin de faire un film qui pourrait convenir à un très jeune public empêche de parler de certains sujets sombres liés à l'adolescence et à la puberté. Et donc j'ai l'impression que comme le premier film, ce deuxième film s'est imposé des limites. C'est dommage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous dans un prochain Hebdo Ciné pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.